Immédiatement, je cède la parole à M. Saint-Laurent. Monsieur Saint-Laurent. Excusez-moi, petit problème de micro. Ah, ça arrive. Donc, 10.01, adopté lors du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 8 mars 2021. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 10.02, approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 1er février 2021. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 10.03, point d'information des conseillers. Merci beaucoup. Alors, permettez-moi tout d'abord de faire la présentation des membres. Alors, du district de Saint-Édouard, M. François Limoges, le conseiller. M. Jocelyn Posé, conseiller du district de Marie-Victorin. Mme Stéphanie Watt. Bonsoir, Mme Stéphanie Watt. Bon retour. Conseillère du district d'Étienne-des-Marteaux. Et Mme Christine Gosselin, conseillère du Vieux-Rosemont. Et M. Lafont nous présentera les membres de son équipe qui sont avec nous ce soir. Merci, M. le maire. Donc, ce soir, je suis accompagné de Martin Savaria, directeur à la culture, sport, loisirs et développement social. Mme Guylaine Désial, directrice au développement du territoire des études techniques. Mme Catherine Rousseau, directrice à l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage. M. Hugo Napper, directeur des travaux publics. Et M. Arnaud Saint-Laurent, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je passe la parole tout d'abord à M. Limoges. Si vous avez un petit mot à nous dire. Oui, bien sûr. Merci, M. le maire. Il n'y a pas grande nouvelle dans le district, mais je vais profiter de l'occasion qui nous est donnée ce soir. Excusez-moi, j'ai toujours des problèmes d'éclairage à la maison. Pour souligner que nous sommes le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et on le sait, la pandémie a mis en relief beaucoup de fractures dans la société, mais en particulier celle de la place des femmes et des femmes dans toutes les sphères de la société. Premièrement, on a réalisé à quel point c'est surtout les femmes qui sont en première ligne de la COVID-19, dans le personnel soignant, dans les hôpitaux, dans les préposés aux bénéficiaires. Alors, comment je pourrais dire? Le 8 mars nous a souvent servi à réaliser les avancées qui avaient été faites. Hein. C'est une date où il y avait une certaine fierté de dire ce qu'il y avait, les avancées des dernières décennies, mais il suffit d'une pandémie mondiale pour réaliser aussi tout ce qui n'a pas avancé. Et j'aimerais vraiment qu'on se souvienne qu'on se serve de cette date-là ce soir pour réaliser pas le chemin qui a été fait, parce que oui, c'est vrai qu'il y en a qui a été fait, mais l'incroyable chemin qui reste à faire dans tellement de secteurs, y compris dans des choses aussi essentielles que la violence domestique et la vie. On l'a vu, il y a eu 5 meurtres, il y a eu 5 féminicides récemment. Alors, c'est assez incroyable. Quand j'étais jeune, on pensait qu'un jour, cette question-là serait réglée et on se retrouve à vivre un peu un éternel recommencement. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer sur l'éducation constante qui doit être faite dans la société, sur le rôle et la place, et sur l'importance de l'égalité, sur l'importance des droits des femmes, l'importance ne serait-ce que dans... je cherche un peu mes mots. C'est un peu stupéfiant les fractures et les reculs qu'on voit dans la société en ce moment. Alors voilà, je souhaite que cette journée-là en soit une de réflexion là-dessus et qu'on, comme société, on prenne les moyens de se donner les moyens d'aller de l'avant et de réparer ces iniquités. Merci, M. Limoges. Mme Watt. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais aussi vous parler du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. En fait, cette année, le thème, c'est Écoutons les femmes. Puis c'est aussi une année électorale. Donc, j'ai envie de lancer une invitation, peut-être pas dans Rosemont, ailleurs. C'est une année de se présenter comme candidate ou de trouver sa candidate et de la soutenir et de l'entourer afin qu'elle puisse émerger comme une leader qu'on veut, des leaders qui nous ressemblent. Et puis le thème, il me parle, écoutons les femmes, parce que
j'ai l'impression qu'on se dit peut-être des fois que peut-être ce que j'ai à dire, ça ne sert pas trop, peut-être qu'on ne se voit pas peut-être en politique, mais que ce que j'ai découvert moi, c'est que quand on rentre en politique, puis qu'on commence à dire des choses vraies, des choses authentiques, les gens émergent et les gens, ils nous soutiennent, ils se voient et c'est comme un souffle pour eux. Et ça leur donne confiance, ça leur donne envie de s'investir. Donc, je vous encourage vivement de vous engager en politique cette année 2021. Voilà, puis je suis très contente d'être de retour parmi mes collègues à l'écran, mais je suis contente d'être là et d'entendre vos questions ce soir durant la période de questions. Merci, Mme Watt. Monsieur Posé. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, tout simplement, moi aussi, je veux saluer évidemment tous les citoyens et citoyennes qui sont avec nous ce soir, particulièrement, comme toujours, celles et ceux du district de Marie-Victorin. Et au même titre là, que mes collègues précédemment l'ont fait avant moi, de souhaiter vraiment une excellente journée internationale des droits de la femme. Cette fois-ci, à toutes les femmes qui contribuent au quotidien justement à faire de Marie-Victorin un milieu de vie qui est autant en effervescence que depuis ces dernières années. On sent l'ébullition dans ce milieu-là, on sent qu'il se passe quelque chose et je sais, pour le voir au quotidien, parce que je suis très souvent sur le terrain auprès de vous, je sais que derrière tout ça, il y a beaucoup de contributions et d'engagement de très nombreuses femmes. Alors, je vous remercie beaucoup de faire de ce milieu de vie-là un milieu de vie qui est en pleine évolution, en pleine effervescence. Et c'est vraiment grâce à vous toutes, mesdames. Donc, merci beaucoup et bonne journée des femmes. Madame Gosselin. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Je souscris à tous les propos optimistes et aussi réalistes de mes collègues sur l'importance de cette journée. Moi, je voudrais vous parler de quelque chose de beaucoup plus terre à terre. C'est un point que nous avons à l'ordre du jour. Alors, je pense que c'est le bon moment d'en parler plutôt que d'attendre son arrivée là, dans l'ordre du jour parce que ça passe vite. C'est un dossier, je me souviens plus du point, c'est dans les 40, c'est peut-être en fait le dernier point. C'est un dossier dérogatoire, un projet qui est situé au 5270 de la rue Bellechasse. Je voulais vous donner des explications parce que nous avons interrompu le cours de son cheminement, le cours normal. C'est un projet que nous avons vu en première lecture l'année dernière, au mois de décembre, je crois. Et c'est un projet pour lequel il y avait énormément de questions et d'avis qui avaient été soumis en ligne, bien sûr. C'est la façon qu'on fait les choses depuis un bout de temps. Et donc, nous l'avions suspendu le temps que le promoteur de ce projet-là puisse rencontrer les citoyens, répondre à leurs questions, prendre la température de l'eau, interagir avec eux et décider si oui ou non il voulait apporter des modifications à son projet. C'est un projet qui est dérogatoire parce qu'il demande un changement de zonage et aussi il est légèrement plus haut que ce qui est permis en hauteur totale. Alors, ça a été fait. Il y a eu la rencontre avec les citoyens et ce soir, nous reprenons le fil des choses parce qu'il reste des étapes au cheminement des projets particuliers. Donc, nous sommes à la deuxième lecture et entre la deuxième et la troisième, il y aura la possibilité pour les citoyens de s'exprimer sur une demande de référendum. Alors, ça, c'est cette semaine que les avis vont être publiés. Nous avons une question à cet effet là, très précise dans les questions. Alors, on pourra répondre de façon avec toutes les informations à ce moment-là. Mais je voulais vous expliquer pourquoi ce projet surgit. Là, les gens qui suivent les choses ont se demandé d'où il vient. Alors, voilà. Il est à l'ordre du jour en deuxième lecture parce que, bien sûr, le promoteur, il a soumis son projet, il a payé pour le processus, il a décidé qu'il voulait aller de l'avant. Alors, nous balisons, nous encadrons, nous accompagnons le projet et nous sommes, bien sûr, nous sommes soumis à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour ce qui est du traitement de ce projet-là. Alors,
C'était des explications pour ce point. C'est tout, Monsieur le maire. Merci, Mme Gosselin. Et de mon côté, je tiens également à réitérer toutes les paroles qui ont été dites auparavant et je ne veux pas répéter, mais l'importance aujourd'hui de souligner cette Journée internationale de la femme qui est fondamentale, de souligner parce qu'il y a encore tellement de chemin à faire pour une vraie égalité et un respect. Et même qu'on pense qu'on a avancé, et comme l'a dit mon collègue, M. Limoges, cette période-ci nous l'a bien démontré. Quand on pense qu'on a fait des gains importants, bien, on se rend compte rapidement que ce n'est pas toujours tout à fait le cas, malheureusement. Et par contre, sur une note positive, je tiens quand même à souligner l'apport important des femmes dans la politique municipale, qui est majeur au sein du Conseil de la Ville de Montréal, et plus spécifiquement, nos deux collègues ici avec nous, Stéphanie, Christine, votre passion, votre travail acharné, votre sensibilité sont très précieux, sont exceptionnels dans notre caucus et nous aident à prendre de meilleures décisions quotidiennement. Et je tiens à vous rendre hommage aujourd'hui. Vous êtes deux femmes politiques extraordinaires et grâce à vous, vous inspirez des femmes éventuellement à se présenter à la politique et à continuer. Donc, merci pour votre travail de représentante, de digne représentante féminine en politique, mais tout simplement de politique, parce que vous êtes de vrais politiques dignes de ce nom et merci pour votre extraordinaire travail. Je voulais aussi souligner l'extraordinaire travail de toutes celles et ceux qui travaillent dans Rosemont, celles qui travaillent dans Rosemont la Petite Patrie, nos directrices, nos chefs de division, nos employés qui, au quotidien, continuent dans cette pandémie à travailler, à offrir des services extraordinaires. Et je tiens à souligner à chacune d'entre elles à quel point vous êtes précieuses pour les citoyens de Rosemont la Petite Patrie et on vous remercie personnellement pour votre travail. Ce qui m'amène à parler d'un autre sujet complètement différent, mais qui m'en est un quand même un peu attaché. Ce sera la 3e saison des projets participatifs citoyens cette année. Et malgré la pandémie, la mobilisation citoyenne dans Rosemont la Petite Patrie est bel et bien dynamique, présente et importante. C'est la plus grosse année de participation citoyenne. C'est la plus grosse année de mobilisation. Et je tiens à remercier et à féliciter les citoyens qui, malgré le contexte difficile, se sont réunis et ont été capables de mobiliser leur communauté et trouver des projets et avancer, ce qui va faire que cette année, nous allons avoir 11 milieux de vie mobilisés à créer et à transformer leur environnement, tout ça au bénéfice de la collectivité. Et c'est de cette manière positive qu'on pourra avancer et faire une vraie transition écologique. Et je tiens à remercier le travail citoyen qui est fait dans ça. Sans vous, ce serait difficile de pouvoir aller aussi rapidement. Votre travail au quotidien nous aide à prendre de meilleures décisions, mais surtout nous aide à avancer plus rapidement dans une acceptabilité sociale qui est due en grande partie grâce à cette implication et à cette participation citoyenne. Alors, merci beaucoup, chers citoyens, chères citoyennes. Et ce qui nous amène donc à la période de questions. Monsieur Saint-Laurent, je vous recède rapidement la parole. 10.04, période de questions du public. Merci beaucoup. Alors, nous avons reçu plusieurs questions ce soir. Je le rappelle, donc, ce sont des questions qui sont maintenant par écrit. Nous allons lire, je vais lire les questions et transmettre la question à une personne qui pourra y répondre. Nous acceptons un maximum de 3 questions sur un même sujet. Donc, depuis 2009 et dans d'autres conseils, ainsi qu'au conseil de ville, c'est de la même manière, c'est-à-dire c'est toujours 3 questions maximum sur un même sujet. Alors, nous ne ferons pas exception ce soir. Il y a eu plusieurs questions sur un même sujet, donc je lirai seulement les 3 premières. Et je m'excuse si vous entendez un petit garçon qui crie ce soir, il est de bonne humeur derrière moi. Donc, je débuterai donc cette période de questions des citoyens avec une première question qui nous vient. Et je le rappelle, naturellement, et grâce au travail de notre collègue Mme Watt, maintenant, nous faisons une alternance femmes-hommes dans la période de questions. Donc, l'ordre est changé pour nous assurer qu'il y aura toujours une alternance entre les femmes et les hommes dans la période de questions. Nous ne ferons pas exception. Et je commence ce soir par une dame qui se nomme Mme Mathilde Loisel et qui nous pose la question suivante. J'aimerais savoir si des accès permanents au parc Maisonneuve sont envisagés pour le secteur Masson-Est via P9 près de Saint-Joseph, Laurier ou Masson. Le contournement via Rosemont ou Sherbrooke est très long, trop long, pour permettre
aux nombreuses familles de profiter de ce magnifique espace. Alors, je céderai la question peut-être à M. Posé. Oui, bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Évidemment, quand on parle du parc Maisonneuve du côté plus à l'est, le parc Maisonneuve de ce côté-là est bordé, entre autres, par nos amis du jardin botanique de Montréal. Et le jardin botanique, évidemment, là, et de juridiction centrale, notamment par le service là, au niveau des espaces pour la vie. Alors, je vous inviterais peut-être là, à diriger votre question auprès de nos collègues au central qui s'occupent du dossier des espaces pour la vie. En l'occurrence, là, on a notre collègue, une autre brillante femme très dynamique et engagée, Madame Laurence Lavigne-Lalonde, qui sera là assurément là, très bien vous répondre à ce niveau-là pour vous donner l'information la plus exacte et précise possible. Alors, je vous remercie beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Posé. Également, merci, Mme Loisel, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. François Toupin. Vous n'êtes pas sans savoir que le stationnement sur rue devient de plus en plus rare et difficile à Montréal. Aussi, en raison des travaux à venir sur la rue d'Endurant l'été prochain, pour la future piste cyclable, entre autres, j'ai eu l'idée d'aménager un stationnement devant chez moi sur mon terrain. Bien entendu, je ferai une demande de permis ainsi qu'une demande pour l'aménagement d'une entrée charretière. Il existe d'autres stationnements semblables sur la rue d'Endurant, plus à l'ouest entre la 16e et la 15e avenue. Puisque j'ai l'intention d'acheter un véhicule électrique prochainement, j'aurai donc besoin d'une borne. Puis-je aménager un tel stationnement ce printemps 2021? Merci, en attente de votre réponse. Madame Gosselin, pouvez-vous aider M. Toupin? Oui, bonsoir, M. Toupin. Alors, premièrement, je ne peux pas vous répondre sur votre cas précis parce qu'il faut absolument que vous fassiez une demande de permis en bonne et due forme, que ça soit étudié parce qu'il y a beaucoup de variations dans ce qui est permis dans le règlement d'urbanisme. Mais je vous dirais que ça ne regarde pas bien pour votre demande, surtout sur Endurant. Il faut tenir en compte que nous devons regarder le portrait global et quand une personne se fait un stationnement en avant-cour, bien, il enlève en fait un stationnement sur rue. Alors, il n'est pas dit là qu'avec les changements de l'incorporation de pistes cyclables, il va y avoir des changements en stationnement. Mais pour bien là, avoir l'heure juste, vous devez faire une demande de permis en bonne et due forme et on vous donnera toutes les informations pertinentes. Bonne chance. Merci, Mme Gosselin. Merci, M. Toupin, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Jeanne Flamand-Lapointe. J'aimerais vendre des fleurs avec un kiosque ambulant sur la rue Masson cet été, les vendredis sur 12 semaines. Y a-t-il des possibilités d'emplacement pour vente horticole? Nous aimerions particulièrement nous installer en face de l'église, près des marches. PS, nous nous sommes déjà adressés au bureau Accès Montréal qui n'avait pas d'informations. Madame Gosselin. Oui, bonsoir. Alors, de ce que vous décrivez, il semblerait que vous visez être sur le terrain de l'église, près des marches. Alors, c'est pas le domaine public, c'est le domaine privé. Il faudrait aller voir du côté de l'église de la Fabrique, voir si vous pouvez faire un arrangement avec eux. Autrement, là, si vous voulez vraiment poursuivre cette idée-là, je vous conseille de vous mettre en contact avec la SDC, Masson, pour parler avec eux, pour voir si vous pourriez vous intégrer, par exemple, à une fermeture de rue, une vente trottoir, ou s'il y a d'autres arrangements qui pourraient être faits par le biais de la SDC. Parce que, bien sûr, c'est une question aussi de concurrence. Tous les marchands qui ont leur commerce payent des taxes. Alors, ça pourrait être une bonne chose, ça pourrait être quelque chose qui dynamise la fréquentation, mais vous devez vraiment aller voir du côté de la SDC pour vous intégrer avec eux ou carrément voir si vous pouvez vous installer sur le foncier de l'église. Pour ce qui est du domaine public, c'est une catégorie d'occupation du domaine public que nous, on n'a pas encore. Ça va peut-être venir avec le temps, mais ça n'existe pas pour l'instant. Merci, Mme Gosselin. Et merci, Mme Flamand-Lapointe, et bonne chance pour votre projet horticole.
Maintenant, une question qui nous vient de M. Thomas Morin. Bonjour. Lors du précédent conseil, M. Croteau a affirmé que toutes les pistes cyclables de l'arrondissement sont 4 saisons. Ce n'est pourtant pas le cas de la piste bidirectionnelle sur la rue de la Roche. Y a-t-il un plan pour la convertir en piste 4 saisons? Aussi, dans le bulletin spécial Vision Vélo, printemps-été 2020, on y présente une carte des aménagements cyclables qui seront réalisés en 2021. Cette carte présente le prolongement de la piste des Carrières jusqu'à la rue Rachel. Verrons-nous cet aménagement cette année? Merci, M. Morin, pour votre question. Tout à fait, en ce qui concerne de la Roche et la piste aussi sur la rue Marquette, ce sont des pistes estivales qui nous empêchent actuellement, elles sont bidirectionnelles, ce qui nous empêche de les garder ouvertes, c'est la largeur de la rue une fois la piste aménagée. Pour le moment, ces pistes ne sont pas prévues à être modifiées parce qu'elles répondent aux besoins auxquels elles sont adressées. Et pour nous, il n'y a pas de raison, étant donné le nombre de pistes dans le secteur, d'en ajouter donc 4 saisons dans ce secteur. Pour ce qui est de la piste entre la piste multifonctionnelle et la rue Rachel, nous avons obtenu un droit d'usage, d'utilisation en fait de l'espace situé dans Angus. Il reste une petite partie liant les terrains Angus et la piste multifonctionnelle, soit celle sur le viaduc ferroviaire, à obtenir un droit de passage pour pouvoir faire le lien. Alors malheureusement, ce lien ne pourra pas être réalisé en 2021, mais bien entendu, nous sommes très positifs qu'il pourra l'être quand même dans un délai raisonnable. Donc, nous allons poursuivre le travail pour réaliser ce lien qui, ma foi, serait très, très, très pertinent pour une mobilité là, entre le Vieux-Rosemont et le reste des secteurs de la Ville de Montréal. Merci, M. Morin, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Julie Walsh. La Ville de Montréal a adopté un plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal en 2020-2025 qui vise 0 déchet pour 2030. Pourquoi ne pas installer 1 ou 2 conteneurs attitrés pour les plastiques numéro 6 Styromousse à l'écocentre La Petite Patrie à l'adresse sur la rue des Carrières? Quelles mesures restrictives seront imposées aux commerces qui utilisent les Styromousses numéro 6 pour les ventes de leurs produits ou quelles alternatives seront mises de l'avant sur le marché pour définitivement éliminer ce type de plastique? Monsieur Limoges. Votre son, Monsieur Limoges, vous êtes sur... le classique, un an de pandémie plus tard, puis on est encore à parler le micro fermé ou à demander « m'entendez-vous ». Alors, j'étais en train de dire, Mme Walsh, merci beaucoup pour votre question, qui est en fait une excellente suggestion. L'écocentre est géré par le service de l'environnement de la Ville de Montréal, non pas par l'arrondissement, mais votre suggestion fait bien du sens, puis ça va me faire un immense plaisir de la transmettre au service de l'environnement et à mon collègue Jean-François, à notre collègue, à tous, Jean-François Parenteau, qui est responsable de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal. C'est sûr que qu'il devrait y avoir des conteneurs pour la récupération du plastique numéro 6 dans l'écocentre, puis même ça serait intéressant qu'il soit en accès assez libre, là, un peu comme la chute à vêtements où on n'a pas besoin de rentrer dans l'écocentre. Alors, merci pour la suggestion. Pour ce qui est des interdictions, je sais que ma collègue Laurence Lavigne-Lalonde travaille très fort, qui est responsable de la transition écologique, travaille très fort sur la question des bannissements des produits de plastique à usage unique et puis toute la question des emballages se pose. La Ville avait fait un premier pas sous l'administration précédente de M. Coderre en bannissant les sacs de plastique. C'est des questions vraiment intéressantes. Je ne sais pas où la réflexion, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas où la réflexion est arrivée là-dessus. Et c'est sûr qu'une réponse, dans tous les cas, une réponse municipale peut servir d'exemple, mais idéalement, ce genre de bannissement-là devrait être une réflexion à l'échelle du Québec parce que c'est vraiment au niveau... C'est toujours plus dur à gérer au niveau local. Au niveau des sacs d'emballage, c'est facile parce que c'est distribué dans l'épicerie à la sortie du commerce. Mais quand il s'agit d'un grossiste, par exemple, qui emballe les tomates pour l'ensemble du Québec, c'est un peu plus dur de le faire se conformer sur des territoires locaux, là.
Ceci dit, ce n'est pas inintéressant comme réflexion. Je veux juste pas vous donner une réponse inexacte, puis je vais aller chercher l'information auprès du Bureau de la transition écologique. Merci, M. Limoges, et également merci, Mme Walsh, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Jean Lamarre. Considérant que nos taxes municipales ont servi à payer la pose de la tourbe sur le terre-plein suite aux travaux de réfection de la rue il y a moins de 2 ans, pourquoi nos taxes municipales servent également à le détruire avec l'équipement de déneigement utilisé lors du chargement de la neige? En fait, quand cette pratique inadéquate et révolue de déneigement des terre-pleins, qu'on s'efforce de verdir, arrêtera dans l'arrondissement? Monsieur Limoges, je vous cède la question. Oui, merci, M. le maire. Mais bonjour, M. Lamarre. Premièrement, ce n'est pas tellement une question de taxe, là. C'est une question de pratique de déneigement. Et ce n'est pas si simple. Je sais qu'il y a toujours cette question-là, là, depuis des années, elle revient. Comment se fait qu'on défait l'hiver, ce qu'on fait l'été pour embellir? Puis c'est vrai que posé comme ça a l'air un peu bête. Le problème, c'est qu'on a fait toutes sortes d'essais pilotes pour ne pas déneiger. Là, j'imagine que vous faites référence au trottoir boulevard, là, c'est-à-dire au trottoir où il y a un trottoir, il y a un immense carré d'arbres et ensuite il y a la rue. Le problème, c'est que souvent, quand on a fait toutes sortes d'expériences là-dessus. On a fait des projets pilotes, on a fait des projets de demi-déneigement. On a tenté vraiment différentes expériences. Et le problème qu'il y a, là, on a un hiver un peu plus clément, mais encore, c'est que quand cette partie-là n'est pas déneigée, il y a un important phénomène de gel-dégel. C'est-à-dire que la neige accumulée à quelques pieds de hauteur sur le trottoir boulevard fait qu'elles fond, surtout en période de février-mars, quand le soleil devient plus chaud, elles fond le jour, gèlent l'été, et ça fait qu'on ne peut jamais sécuriser les trottoirs. Alors, on est revenu à une pratique de déneiger de trottoir boulevard, même si idéologiquement, là, on est d'accord avec vous, c'est un peu un non-sens. Ce n'est pas un endroit où les gens marchent. Mais encore là, on avait des gens qui disaient, moi, j'ai plus accès, je suis une personne avec une marchette, j'ai plus accès à mon véhicule. Alors, c'est assez complexe. Mais on avait le même parti pris que vous. On l'a tenté. La réponse, c'est pas simple. Alors, pourquoi on ne l'a pas étendu à grande échelle? Parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de rendre les trottoirs sécuritaires dans les périodes de gel-dégel. C'est aussi bête que ça. Puis si vous avez des réflexions à nous apporter, moi, je suis très ouvert parce qu'avec le directeur de travaux publics, on se les pose ces questions-là. Puis on aimerait ça arriver à des solutions qui nous permettraient d'éviter effectivement de dépenser de l'argent, de la main-d'œuvre, des coûts pour déneiger des endroits où essentiellement on ne marche pas. Merci, M. Limoges. Merci également, M. Lamarre, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Suzanne Bell. Bonjour. Je voulais m'assurer que le règlement relatif à l'installation des café-terrasses sera appliqué cette année, contrairement à l'an dernier. On entend beaucoup parler de la situation des commerçants du fait de la pandémie, mais c'est oublier que nombre de Montréalais et Montréalaises sont des soignants, infirmières, préposés aux bénéficiaires, des travailleurs essentiels, des enseignants, enseignantes, des personnes âgées et malades, qui sont en première ligne de la lutte contre la COVID-19 depuis plus d'1 an maintenant. Il est impératif que notre droit à un environnement respectueux soit assuré par l'arrondissement. Madame Gosselin. Oui, bonsoir, Madame Baird. Alors, nous avons apporté des changements à notre règlement sur les cafés-terrasses et nous allons aussi faire en sorte que les nouvelles dispositions soient mieux communiquées aux commerçants et donc, ce que je comprends le sens dans votre question, vous trouvez que les terrasses sont sources de nuisances. C'est ça que j'en comprends, mais je ne saisis pas très, très bien. Mais oui, nous allons faire de notre mieux pour les inspecter et faire en sorte qu'elles soient utilisées comme il est entendu. Et nous sommes conscients qu'il s'agit d'établir un équilibre entre le dynamisme des affaires commerciales, la vitalité que ça apporte, mais aussi la quiétude, le droit des gens de bien dormir. Et aussi, nous avons fait des ajustements pour que l'accessibilité universelle soit mieux respectée. Ça, c'était un problème, puis on avait beaucoup de terrasses qui n'étaient pas réglementaires. Alors, l'année dernière, c'était un peu une année de transition, mais on repart d'un nouveau pied. Et puis, on fait beaucoup
Donc, nous aidons les commerçants avec la gratuité pour les terrasses. Alors, oui, nous allons demander en retour que l'encadrement soit bien respecté. Merci pour votre question. Merci, Mme Gosselin, et également merci, Mme Bott, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Pierre-Luc Girard-Loriot. Le 16 février dernier, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, une piétonne trentenaire a été tuée, écrasée par un camion de livraison qui reculait dans une ruelle. Je suis fréquemment témoin de manœuvres équivalentes dans notre arrondissement. Il me semble pourtant clair qu'un camion qui est en mouvement dans une direction où des piétons peuvent se trouver sans avoir la certitude de pouvoir les voir est très dangereux et illégal. Serait-il possible d'effectuer une opération de sensibilisation auprès des camionneurs-livreurs et des commerces recevant des livraisons pour leur rappeler l'importance de sécuriser les manœuvres des camions effectués dans des zones où des piétons peuvent se trouver? Dans l'absence d'alternatives sécuritaires et lorsque des angles morts existent, les mouvements d'un camion qui croise un trottoir ou qui circule dans une zone où des piétons sont présents devraient être dirigés par une seconde personne présente à l'extérieur du véhicule. Monsieur Limoges. Vous avez tout à fait raison, M. Girard-Loriot, sur les dangers des camions en ville. Vous avez raison sur le fait il y a beaucoup de sous-entendus dans votre question, mais qu'ils ont beaucoup trop d'angles morts, qu'ils sont trop gros et qu'effectivement, il n'y a pas de personnes pour les aider à circuler, là, pour faire de la signalétique. Ceci dit, c'est malheureusement très difficile ce que vous demandez pour un pouvoir d'arrondissement. On me signale qu'il y a une intervention du SPVM qui est nécessaire pour ça. Ça ne peut pas être juste une opération de communication d'arrondissement. Le comité de circulation d'arrondissement va en être informé dans 2 jours. Il se tient le 10 mars. Alors, votre question sera abordée lors de cette rencontre. Mais pour le reste, effectivement, c'est des questions qui doivent être pensées globalement au niveau montréalais. Et effectivement, vos réflexions sont hyper pertinentes. On se les pose, puis si vous me le permettez, je vais acheminer votre question sous forme de recommandation là, au service de la mobilité de la Ville de Montréal à nos collègues qui travaillent sur ces questions-là à l'échelle de la Ville et au programme de Vision Zéro. Merci beaucoup, M. Limoges. Également, merci, M. Girard-Loriot, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Renée Terrien. Pourquoi la Ville renvoie-t-elle la balle dans le camp des sous-traitants de l'épandage et de l'étalage quand un vélo est abîmé par un véhicule de travail? En 2 ans, mon vélo, je suis une jeune mamie et c'est mon moyen de transport, a subi 2 fois des dommages évalués autour de 150 $ la fois. D'abord stationné sur un support de la Ville, puis sur la clôture de notre propriété. J'ai envoyé 2 fois des réclamations détaillées à la Ville de Montréal, qui les a transmises à une compagnie sur la Rive-Sud. Là-bas, on a simplement plaidé une non-responsabilité. Maintenant, je marche beaucoup plus. Ça me permet d'observer un lot de roues tordues, comme les miennes, sur des vélos cadenassés au support à vélo. Je ne suis pas riche, c'est pourquoi je marche au lieu de réparer mon engin. J'ai la charge entière de mon petit-fils aussi adepte du vélo. Et c'est très fâchant. Ces dépenses injustes et imprévues. C'est aussi la vie de petit-fils. Je termine en laissant savoir, même si je trouve ordinaire de le flasher, que je suis membre NPD. Merci, Mme Terrien. Et je cède maintenant la parole à M. Limoges. Oui, bien effectivement, vous avez raison, Mme Terrien. C'est très fâchant de se faire endommager un bien par la Ville. Puis effectivement, un vélo, c'est précieux. Je vais, si vous me permettez, là, pour les technicalités, je vais renvoyer la question à nos services, alors à l'équipe de M. Lafont, pour peut-être avoir une réponse plus détaillée. Donc, ça arrive à l'occasion qu'on reçoit des appels ou notre système téléphonique au 3-1 où on se fait, dans le fond, annoncer, on se fait inviter à plus d'attention, mais nos équipes qui travaillent sur le terrain portent attention aux véhicules, aux vélos qui sont présents. Ça arrive à l'occasion qu'on les accroche, malheureusement. Et dans ces cas-là, on laisse toujours un billet ou une information de notre passage. Donc, nos activités sont faites avec diligence, mais il arrive à l'occasion, comme je dis, qu'il y a des accrochages. Dans ces cas-là, on donne l'information sur qu'est-ce qui doit être fait, c'est-à-dire que, oui, effectivement, le bureau des réclamations qui traite les dossiers
les sous-traite à une firme externe. Et c'est cette analyse-là qui est faite sur la base d'une évaluation de responsabilité de la Ville de Montréal. Dans ce cas-ci, difficile de juger. Je n'ai pas la connaissance par cœur de l'ensemble des requêtes qui nous sont déposées, mais on comprend que le dossier a été probablement fermé avec un refus. Probablement parce qu'il n'y avait pas de démonstration que le dommage était causé par des opérateurs de la Ville de Montréal. Donc, c'est probablement ce qui est arrivé dans ce dossier-ci. C'est tout. Merci beaucoup, M. Lafont, pour votre réponse. Merci, M. Limoges. Et également, merci, Mme Terrien, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Manoine Beauchamp. Bonjour, M. le maire. Depuis plusieurs mois, j'écoute avec intérêt les séances du conseil d'arrondissement. D'un côté, j'aime écouter les questions soulevées par les concitoyens de Rosemont. Elles permettent de constater leurs préoccupations quant aux réponses. Elles permettent de comprendre la vision de nos élus en matière d'urbanisme. J'aime aussi regarder la diffusion des séances du conseil d'arrondissement. Je constate que vous vous installez dos à votre bibliothèque et que vous placez en évidence certains livres de façon à ce que leur page couverture soit visible à la caméra. Ce détail est intéressant car cette bibliothèque agit comme une vitrine éditoriale. Au fil des séances, j'ai constaté qu'à plusieurs reprises, des livres qui traitaient d'urbanisme ont été ainsi mis en évidence. Vous avez de l'œil. Voici ma question. J'ai un livre de Star Wars ce soir, c'est pas éditorial, juste pour vous dire. Voici ma question. Est-ce que vous pourriez partager le ou les titres des livres que vous jugez les plus intéressants pour comprendre les grandes tendances en matière d'urbanisme, ainsi en guise de préparation aux rencontres des projets participatifs citoyens auxquels je me suis inscrit et je me ferai un plaisir et un devoir de les lire. Merci, M. Beauchamp, pour votre œil de lynx, de regarder ainsi ce qu'il fait derrière moi. Je vais être plus vigilant pour m'assurer les prochaines fois que je mets les bons livres. Plus sérieusement, ça va me faire plaisir de pouvoir partager avec vous ces informations. Et merci beaucoup et félicitations pour votre implication en ce qui a trait projet participatif citoyen. Je l'ai dit en début de séance, mais c'est important que les citoyens puissent s'impliquer et prendre part à la transition écologique et qu'on s'approprie l'espace public parce que l'important, c'est de se rappeler du mot public dans espace public. C'est un espace qui appartient à toutes et à tous. Alors, bonne soirée, M. Beauchamp. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Céline Crête. Selon la carte des compteurs de vélos, il y a beaucoup de compteurs dans l'ouest de la rue Bellechasse, soit vers Saint-Denis et Saint-Laurent, qui sont des zones plus touristiques que dans l'est. Dans l'ouest, il y a aussi plus de jeunes qui utilisent le vélo pour aller travailler dans les boîtes de jeux vidéo ou autres boîtes high-tech. Pourtant, du côté de l'est, et particulièrement dans le district Marie-Victorin, où vivent surtout des personnes âgées et des familles avec enfants, il n'y a qu'un seul compteur sur le rêve de la rue Bellechasse et il se situe au coin de la 13e avenue et de Bellechasse. Comme par hasard, c'est juste à côté du cégep de Rosemont où plus de jeunes risquent de se rendre à vélo plutôt qu'en auto. L'emplacement de cet endroit pour la pose de ce seul compteur est-il biaisé compte tenu qu'il représente une population jeune et qui n'est pas représentative de celle du district? À quand un compteur à l'est de P9, soit entre Viau et Assomption, qui reflèterait vraiment la réalité du nombre de passages vélos sur le rêve de la rue Bellechasse? Alors, merci, Mme Crête, pour votre question. Je n'ai pas l'information avec moi ce soir. Nous allons nous informer et vous tenir au courant de plus d'informations concernant votre question spécifique du compteur. Alors, merci pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Fabrice Cugnet. Est-il possible d'interdire la collecte des encombrants sur les côtés de rues disposant de pistes cyclables, car j'ai remarqué que cela pouvait présenter un danger assez important pour la sécurité de nos cyclistes. Les encombrants sont parfois des obstacles dangereux et inattendus qui peuvent provoquer des chutes et des accidents non négligeables. La sécurité est l'affaire de tous. Monsieur Limoges. Oui, effectivement, la sécurité est affaire de tous. Ceci étant dit, les citoyens et les résidentes et les résidents ont droit à des services, peu importe le type d'aménagement qu'il y a devant chez eux. Alors, vous avez raison. Ceci étant dit, ça pose un enjeu de sécurité pour la population, mais aussi pour les employés. Alors, c'est des enjeux de sécurité. La Ville-Centre a mis sur pied un comité de travail à cet effet pour établir les meilleures pratiques
en fonction des diverses collectes, parce que là, vous parlez des encombrants, mais c'est vrai pour les vidanges, c'est vrai pour le compost, c'est vrai pour le recyclage. Et l'arrondissement siège sur ce comité de travail-là. Et l'intention est de mettre de l'avant les recommandations du comité de travail qui seraient les plus pertinentes compte tenu du contexte particulier. Parce qu'effectivement, vous avez raison, les pistes cyclables créent un nouvel environnement urbain auquel on va devoir s'adapter. Ceci dit, on ne peut pas se mettre d'arrêter les collectes. Alors, réponse simple, il y a un comité interarrondissement qui travaille là-dessus, qui va émettre des recommandations. On va s'y conformer, puis on espère améliorer effectivement la sécurité de toutes et de tous. Merci, M. Limoges, et également merci, M. Pugnet. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Geneviève Coutu. Bonjour, j'aurai très bientôt à me procurer un nouveau véhicule. J'aurais voulu me tourner vers un modèle électrique. Cependant, en m'informant sur le fonctionnement et les coûts de recharge aux bornes déjà existantes, je me suis rendu compte qu'il m'en coûterait bien plus cher, que je ne croyais et que l'argument selon lequel ce type de véhicule engendre des économies potentielles à long terme ne tient pas pour les résidents de Rosemont. En effet, pour bon nombre d'entre eux, il n'est pas possible d'installer une borne privée pour différentes raisons, dont la configuration des terrains et des trottoirs, l'alignement des maisons, l'absence d'entrée de stationnement, etc. Ils doivent donc s'en remettre aux bornes des réseaux de circuits électriques et flots. Si je ne me trompe pas, celle-ci coûte, en plus d'un abonnement pour lequel il faut débourser 15 $, $1 de l'heure. Un chargement s'élèverait alors à 3,50 $ comparativement à 80 sous à partir d'un branchement résidentiel, près de 4 fois le prix illimité. Bien qu'il ne s'agisse pas de calculs rapides, il n'en demeure pas moins qu'un tel écart est déterminant dans la décision d'opter pour un véhicule éco-responsable et que plusieurs risquent d'être freinés dans leurs bonnes intentions. Ainsi, afin d'encourager les Rosemontois à rouler plus vert, serait-il possible d'instaurer un tarif préférentiel, par exemple, par code postaux avec... Juste un instant, la question est coupée. Je n'ai pas la fin, malheureusement. Non, je suis désolé. Ah oui, OK, parfait. Juste un instant. Afin d'encourager Rosemontois, serait-il possible d'instaurer un tarif préférentiel, par exemple, par des codes postaux ou avec les cartes Accès Montréal qui pourraient s'inspirer du principe des vignettes, en vous remerciant. Alors, merci beaucoup, Mme Coutu, pour votre question. Actuellement, ce n'est pas possible de pouvoir répondre à votre demande précise. Cependant, vous avez raison qu'il faut trouver des moyens, des alternatives pour que les gens puissent pouvoir recharger leur véhicule s'ils veulent opter pour des véhicules électriques. C'est une réflexion qu'on doit avoir en termes d'urbanisme et nous vous reviendrons rapidement avec ces réflexions. Nous sommes à réfléchir attentivement à toutes les mesures que nous pouvons mettre en place en matière de transition écologique et de résilience et nous travaillons sur une réforme de notre réglementation d'urbanisme dans Rosemont et la Petite-Patrie pour justement se préparer à l'avenir avec ces impératifs environnementaux. Alors, encore une fois, merci pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Antonio Del Balso. Tous les autres arbres ont été élagués dans la rue et moi, depuis 2019, je suis toujours en attente et aucune explication valable de l'inspectrice m'a été donnée. Merci de communiquer avec moi par téléphone pour me donner un suivi sur cette requête. Monsieur Limoges. Oui, Monsieur Del Balso. Juste une seconde, là, je suis en train de... Oui, on m'indique, M. Del Balso, que les travaux ont été réalisés il y a 4 jours. Alors, je vais m'assurer que les gens de nos travaux publics communiquent avec vous pour confirmer que c'est bien le cas. Et vous pourrez parler directement là, à quelqu'un de chez nous. Alors, M. Lafonge, je vous entends mentalement prendre des notes. Ça serait bien si on pouvait vérifier que l'élagage a été fait. Avec plaisir, on va communiquer avec monsieur. Merci. Merci beaucoup et également merci à M. Del Balso. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Roy. M. Croteau,
Comme l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie n'avait pas informé ni consulté ses propres citoyens avant l'implantation du rêve Bellechasse, nous vous demandons à l'avance de nous expliquer vos projets au sujet de la mise en sens unique sur Saint-Zotique et de l'aménagement des pistes cyclables. Combien de stationnements allez-vous enlever sur la rue Saint-Zotique, tel que recommandé par l'Ombudsman dans son rapport? Est-ce que vous allez faire consultation cette fois-ci avec les gens qui seront affectés? Merci, Mme Roy, pour votre question. Petit élément quand même assez important, là, avant que je réponde à votre question. Juste vous rappeler qu'au mois de mai dernier, un bulletin Vision Vélo a été distribué à toutes les adresses de l'arrondissement, communiquant en détail tous les projets dont était mentionné le rêve Bellechasse. Et d'ailleurs, il y avait aussi des panneaux sur le long de Bellechasse plusieurs semaines à l'avance annonçant l'aménagement de la rue Bellechasse, ce qui a également été fait sur la rue Saint-Zotique l'année dernière et sur l'ensemble du territoire. Et comme mentionné, le rêve Bellechasse est un rêve et la piste sur Saint-Zotique n'en est pas un. Et la différence, c'est la largeur donc, de la piste, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de stationnement de prévu à être retiré sur la rue Saint-Zotique tel que prévu cet été. Alors, merci beaucoup pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Benoît Desroches. Bonjour, je demeure dans le plateau Mont-Royal. Je suis agressé quotidiennement de jour, de soir comme de nuit par des multitudes de bruits tels que tapage, alarmes et moteurs de camions en provenance du clos de l'incinérateur. Cela affecte grandement ma qualité de vie, mon sommeil et ma santé en prend un coup. J'ai beau effectuer des plaintes, rien ne change. J'exige que vous respectiez la quiétude des citoyens. Je rappelle, dormir est un droit fondamental. Pouvez-vous, s'il vous plaît, remédier aux multiples problèmes de pollution sonore dans les plus brefs délais? Merci. Monsieur Limoges. Bonjour, M. Desroches. Effectivement, oui, on est conscient de la problématique. On en a parlé justement à notre dernière rencontre statutaire avec M. Napper, le directeur des travaux publics. Je laisserai nos équipes vous dire sur quoi on travaille en ce moment. C'est une problématique complexe, naturellement, parce que vous habitez, puis il y en a de votre côté de la voie ferrée sur le plateau, mais il y en a aussi de l'autre côté, dans la petite patrie, des condos qui sont assez proches d'un clos de voirie. Et le clos de voirie, lui, ne cessera pas d'exister, là. Les activités municipales doivent continuer de fonctionner, puis elles ne peuvent pas se cantonner aux heures d'ouverture des commerces, naturellement, parce que le déneigement se fait aussi de nuit. Mais on est conscient de la problématique, on y travaille, alors je laisserai nos services répondre sur ce qui est la réflexion qui est en cours. Oui, effectivement, nous travaillons en étroite collaboration avec l'Ombudsman de Montréal qui fait enquête sur ces situations-là. Il faut savoir qu'il n'y a pas que l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie qui occupe les locaux. Il y a aussi l'agence de mobilité, l'équipe de matériel roulant. Donc, c'est un site qui est partagé et c'est pour ça qu'il y a une concertation qui se fait à l'intérieur de la ville avec le service, avec la direction de l'Ombudsman de la Ville de Montréal qui nous accompagne et qui fait aussi l'interface avec l'ensemble des citoyens. Comme j'expliquais à M. Desroches il y a quelques semaines, on est très sensibilisés. Autant mon équipe de direction que nos employés sommes tous sensibilisés à cette situation-là. On prend les moyens qu'il faut pour pouvoir résoudre ces questions de bruit. On sait qu'il y a beaucoup de véhicules qui circulent, autant de soir, de nuit, de jour également. Il y a des entretiens qui doivent être faits. On s'attarde actuellement aussi à changer des types d'alarmes de recul au niveau des véhicules, de façon à avoir des véhicules, des systèmes qui sont moins bruyants. Donc, toute l'équipe, l'ensemble de la direction des travaux publics et des autres directions qui sont présentes sur le site, de même que nos contremaîtres et employés sont sensibilisés aux questions de bruit. Donc, on fait des efforts et on fait surtout actuellement aussi beaucoup d'analyse, de vérification et d'échange avec l'Ombudsman de façon à ce qu'on puisse trouver une solution pérenne à cette problématique de bruit. Merci beaucoup, M. Lafont, et également, donc, merci beaucoup, M. Desroches. La prochaine question qui nous venait de Mme Nicole Turcotte est une très, très longue question qui concerne un dossier qui doit être prévu en délibéré ce soir. Si vous me permettez, j'éviterai de la poser et de la lire au complet et plutôt de répondre par courriel à Mme Turcotte, qui est des questions très, très, très techniques en matière d'urbanisme et sur un projet sur lequel donc nous devons voter ce soir.
Donc, pour éviter qu'on tombe dans cette longue question très technique, et une réponse qui doit être nécessairement répondue par courriel pour répondre à l'ensemble de ces questions. Juste vous dire, Mme Turcotte, ne vous inquiétez pas, nous allons donc vous répondre en détail. Vous avez laissé d'ailleurs votre courriel pour qu'on puisse le faire à cet effet et on entrera en contact avec vous très, très rapidement. Voilà. Maintenant, une question qui nous vient de M. Yves Dubois. Je souhaiterais savoir pourquoi 2 rêves d'est-en-ouest, Bellechasse et Saint-Zotique, avec une piste cyclable de chaque côté de la rue, ont été construits si près l'un de l'autre alors qu'ils sont si peu utilisés, et ce, principalement dans l'est. Pourquoi pas dans d'autres arrondissements plus au nord ou plus au sud que Rosemont-la-Petite-Patrie, par exemple? Il semble que les citoyens de Rosemont-la-Petite-Patrie soient vraiment les plus pénalisés de l'ensemble des citoyens de Montréal, compte tenu de l'enlèvement de la place de stationnement excessif sur Bellechasse, du trafic détourné sur les petites rues transversales, où les gens cherchent sans cesse une place de stationnement, la congestion importante sur les grandes voies restantes sur Beaubien et boulevard Rosemont. Pourquoi ne pas avoir priorisé un seul rêve sur la rue Saint-Zotique, qui est une rue beaucoup plus large que Bellechasse, ou à défaut d'avoir construit qu'une piste cyclable d'un seul côté de la rue? Merci, M. Dubois, de votre question. Petite rectification, la piste cyclable sur Saint-Zotique existe depuis des décennies déjà. Nous avons simplement modifié sa configuration et ce n'est pas un réseau express vélo. Le réseau express vélo, vous le remarquerez, les pistes, les bandes cyclables font 2,3 mètres et celles de la rue Saint-Zotique font 1,5 mètres. Donc, ce n'est pas du tout le même type d'aménagement, qui n'ont pas le même objectif. Et donc, ce n'est pas sur la rue Saint-Zotique un rêve comme sur la rue Bellechasse. Voilà la différence. Merci beaucoup, M. Dubois, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de Mme Anna Di-Tiro. Au fil du processus de consultation concernant le projet de construction prévu au 61, 63, 67, 69 Saint-Zotique-Ouest, certaines modifications ont été apportées au projet final. Cependant, ces modifications demeurent nettement insuffisantes pour répondre à la perte d'ensoleillement qui sera importante, permanente et qui affectera considérablement la qualité de la vie et de la jouissance des lieux de tous les résidents du 6702 Clark. Si le zonage constitue un des principaux moyens d'utiliser pour développer le territoire de façon ordonnée, il s'agit aussi d'un des principaux moyens pour minimiser les inconvénients du voisinage et de garantir le bien-être général en protégeant les résidents de nuisances et en assurant la jouissance de leurs droits de propriété. Lorsqu'un permis de construction est demandé à la Ville, qu'est-ce qui peut représenter une limite pour parvenir à une décision tenant compte tant de la liberté du demandeur que du droit de préservation de la qualité de la vie, de la jouissance des lieux, des résidents et des voisins affectés par la construction? Madame Gosselin, je vous céderai la question. Oui, alors, Madame Thirault, nous, vous savez que le projet a été retravaillé. Vous avez eu une rencontre avec votre conseiller et notre attaché. J'espère que vous savez que le règlement d'urbanisme permet à ce que ce bâtiment passe de 2 étages à 4 étages de plein droit. Donc, parce que le propriétaire, pour redévelopper, souhaite démolir et recommencer, ça fait en sorte que nous pouvons, avec lui, travailler le projet pour qu'il s'insère le mieux possible dans son environnement. Alors, nous considérons que le CCU ainsi que les élus, ainsi que nos services, considérons que le projet a été bien retravaillé et qu'il a pris en compte au maximum les considérations de voisinage avec votre immeuble à vous. Et c'est pour ça que nous allons le laisser aller de l'avant. Il faut savoir, Mme Di-Tiro, que si que le propriétaire il pourrait passer par un projet de plein droit, auquel cas il a le droit de se construire jusqu'à la ligne de l'eau et se construire 4 étages. Alors, peut-être que la réglementation dans ce cas-ci n'est pas idéale, mais nous devons la respecter. Elle existe. Elle existait au moment du dépôt du projet. Alors voilà. Je sais que vous êtes pas contente de ce projet-là. Je sais que vous avez de nombreuses questions
Et nous avons vraiment écouté, nous avons fait de notre mieux pour améliorer le projet. Et je pense que là, on doit aller de l'avant. Je ne sais pas si M. Limoges voudrait ajouter quelque chose ou M. le maire. Pour ma part, donc, vous avez dit ce qu'il y avait à dire. Oui, moi aussi, je trouve que votre réponse est très complète, Mme Gosselin. Merci beaucoup. Et merci également, Mme Ditiro, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. François Meloche. Bonjour. Je souhaite suggérer qu'une réflexion soit entamée à propos des 3 stationnements entre la 7e et 9e avenue, juste au nord de Masson. Les stationnements sont utilisés par de nombreux piétons allant et venant des ruelles. Plusieurs automobiles les utilisent afin de traverser d'une avenue à l'autre. Il y a un réel danger d'accident. De plus, ceux-ci constituent d'importants îlots de chaleur. Les stationnements sont rarement, voire jamais utilisés à capacité. Il serait bien de considérer des mesures d'apaisement de la circulation, de couloirs pour piétons et que le verdissement et de verdissement. Il serait, juste un instant, j'ai encore un petit problème avec ma lecture de la question. Juste un moment. Il serait bien de considérer les mesures d'apaisement de la circulation, de couloirs pour piétons ainsi que de verdissement. Il serait bien aussi de voir à l'ajouter des bornes de recharge pour véhicules électriques. Merci de votre attention. Madame Gosselin. Oui, donc pour ce qui est des bornes électriques, il faudrait en faire la suggestion à l'Agence de mobilité. C'est, à vrai dire, c'est la première fois qu'on transmet la remarque comme de quoi ces stationnements causent de la dangerosité. Certainement, il y a des choses qui peuvent être changées. Si c'est le cas, je vous demanderais de faire un 3 à 1 et de faire part de vos observations, vos doléances par le système 3 à 1, que ça soit comptabilisé, pour voir aussi s'il y a d'autres citoyens qui ont eu la même réflexion que vous. On pourrait penser à l'ajout de dos d'âne ou peut-être revoir le sens de certaines ruelles. Ça a été fait dans un autre cas. C'est difficile d'aménager des choses comme des couloirs piétons. C'est des ruelles pas larges et qui servent aussi ce sont des ruelles commerciales. Alors, il y a beaucoup d'utilité, beaucoup d'usages au même endroit. Pour ce qui est d'éliminer les stationnements, là, c'est vraiment une grosse commande que vous passez là. Vous imaginez, ce ne serait pas bien accueilli des commerçants. Quand il y a les fermetures de rue, bien sûr, ces stationnements servent. Et aussi, ils servent lors du déneigement pour accueillir les véhicules qui ne se trouvent pas d'autre place. Alors, dans un monde idéal, on éliminerait ces stationnements-là, puis on pourrait construire davantage de logements. Il y a d'énormes stationnements qui appartiennent à l'Agence de mobilité à travers la ville, notamment entre la rue Boyer et Saint-André. J'ai longtemps rêvé que ça pourrait devenir de l'habitation, mais c'est pas pour demain. Mais par rapport à améliorer et sécuriser, ça, c'est certainement possible. Alors, s'il vous plaît, faites le 3 à 1 et on va se pencher sur la situation là, des stationnements derrière la promenade Masson. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Gosselin. Également, donc, merci beaucoup, M. Meloche, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Patrick Mallette. La question se lit comme suit. Nous voulons faire un suivi de notre question du 1er février 2021. Notre ruelle s'est transformée en un débarcadère de livraison avec plusieurs dizaines de livraisons personnelles. De nombreux camions stationnent durant leur livraison le long de nos maisons et laissent les moteurs allumés. Cela génère une circulation constante, énormément de bruit, de pollution et met en danger nos nombreux enfants qui circulent dans la ruelle et le parc Sœur-Madeleine. La demande d'instaurer un débarcadère côté est du boulevard Saint-Laurent entre Beaubien et Sézotique a été faite il y a plus de 2 ans. Nous avons obtenu l'information suivante au 3-1 le 9 février 2021. Le DDS précédente, au statut fermé avec note fermeture administrative en raison du délai du traitement de la requête. Il apparaît au dossier, toujours selon 3-1, qu'il y a une nouvelle requête et que Mme Laurence Dagenet, agente technique, sera en charge du dossier. Depuis le 2 février 2021, aucune note a été ajoutée au dossier. Nous aimerions cette fois-ci, après plus de 2 ans, que notre demande soit prise au sérieux par l'arrondissement. Notre ruelle sera transformée en ruelle verte cet été.
Est-ce que M. Croteau, le maire de l'arrondissement, peut s'engager à régler plus tard ce dossier cet été? Note, pour sensibiliser les élus et à notre situation et illustrer les problématiques, nous avons envoyé à InfoRPP et Mme Dagenet un document comprenant 183 photos. Monsieur Limoges, est-ce que vous pouvez m'aider, Monsieur Mallette? Mais je le souhaite parce que je me souviens très bien de votre question, M. Mallette, au dernier conseil d'arrondissement. Je me rappelle avoir rappelé qu'on s'était vu et que vous aviez raison et que ce débarcadère-là était quelque chose qu'on envisageait sérieusement. Je vais laisser nos services répondre où ça en est rendu parce qu'effectivement, votre question est très, très, très documentée. Alors, je vais laisser les équipes de M. Lafont vous répondre sur les items spécifiques. À mon tour, je vais laisser Mme Désiel vous donner plus d'informations. Oui, alors bonsoir à tous. Effectivement, c'est un dossier là, qui est en cours d'analyse. Nous sommes en contact également avec les commerçants. Nous regardons là, pour un débarcadère du côté de la voie de circulation. Il faut prendre en considération la présence d'un arrêt de stationnement, également de parcomètres. Alors, je peux vous assurer que c'est un dossier qui est en cours d'analyse et nous allons demeurer en contact avec vous là, pour vous donner là, la suite des choses. Ce qui est en lien avec les véhicules là, qui sont en marche en termes de livraison, ça, nous devons là, de référer au SPVM. Merci beaucoup, Mme Désiel. Et également, merci beaucoup, M. Mallette, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Robin. Bonsoir plutôt. Je voudrais demander à nos élus de faire adopter une loi interdisant les agrandissements d'appartements à Rosemont-la-Petite-Patrie. D'autres élus d'autres arrondissements l'ont fait pour protéger les locataires des propriétaires prédateurs et des spéculateurs, car c'était une priorité pour eux. Mon immeuble est en cours de vente et il est clair que notre propriétaire utilisera toute possibilité pour nous expulser. Nous sommes 24 unités artistes de locataires engagés qui sont unis dans cette cause. Êtes-vous prêt à protéger tous les locataires de cet arrondissement? Si oui, quand? Je suis anglophone, alors s'il vous plaît, répondez lentement et clairement pour que je puisse comprendre. Merci. Madame Gosselin. Oui, bonsoir. Alors, je vais tenter de parler lentement. Je pourrais parler en anglais, mais vous ne l'avez pas demandé. Nous avons changé le règlement l'an dernier, vous êtes sûrement au courant, pour interdire les divisions et les subdivisions. Donc, notre but était de mettre un terme aux rénovations, disons, spécieuses qui avaient comme objet véritable l'éviction des locataires, mais nous n'avons pas interdit l'agrandissement des logements parce que, en contrepartie, bien sûr, il y a énormément de gens qui souhaitent rester dans leur résidence, mais à la venue d'un autre enfant, ils ont besoin de plus d'espace et ils souhaitent s'agrandir. Alors, nous avons décidé de ne pas interdire les projets d'agrandissement. Notre pouvoir sur qu'est-ce qui se passe entre les locataires et les propriétaires, il est nul. Ce n'est pas quelque chose qui appartient vraiment aux élus municipaux. C'est quelque chose dont doit se charger l'ancienne régie du logement. Maintenant, ça s'appelle un tribunal administratif. Alors, bien sûr, nous sommes soucieux de ce qui se passe. Nous en sommes conscients et nous guettons les opportunités d'aider à la préservation du parc locatif. Mais nous n'avons pas tous les pouvoirs d'intervenir, malheureusement. En contrepartie, cependant, comme vous savez, l'administration de Projet Montréal à la Ville-Centre mise énormément sur la création de nouveaux logements, de nouvelles unités abordables, de logements sociaux, d'unités qui vont permettre aussi l'habitation en coopérative. Alors, c'est là que l'attention et l'effort est transféré. Vous avez des droits en tant que locataire. Il vous incombe de vous prévaloir de vos droits, de bien les connaître. Faites appel à votre régie du logement
pour obtenir plus d'informations et aussi obtenir des conseils. Voilà, alors c'est vraiment difficile de bien juger dans ces cas-là, mais en fait, vous dites que d'autres arrondissements ont empêché les agrandissements, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même, à part dans un seul arrondissement, il y a eu des permissions qui ont été données avec une limitation sur la superficie totale. Alors, les arrondissements sont pas mal tous au diapason quant aux changements à interdire et ceux à permettre sur ce dossier-là. Alors, voilà. Merci, Mme Gosselin. Merci, M. Robin, pour votre question et bonne chance aussi pour la suite des choses. Maintenant, une question qui nous vient de M. Michel Carrier. Voici un extrait du rapport de l'Ombudsman. Recommandation 4. L'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie doit transmettre aux citoyens et citoyennes, dès le lancement de ces projets, des informations claires et précises afin d'éviter toute confusion, communiquer cette information suffisamment à l'avance pour que les citoyens et citoyennes puissent s'exprimer sur les projets et s'organisent par rapport aux changements prévus. Question, M. Croteau, quand allez-vous communiquer aux citoyens des informations claires et précises concernant le réaménagement de la piste Saint-Zotique et quand commencerez-vous les consultations des citoyens qui en seront affectés? Merci, M. Carrier, pour votre question. Petit rappel important, la piste cyclable sur la rue Saint-Zotique existe déjà depuis plusieurs décennies. Nous avons simplement modifié son aménagement et non pas retiré de l'espace. Nous avons pris la piste et nous l'avons mis pour la protéger sur le bord du trottoir. Donc, cette piste a toujours existé, comme je le disais, et même bien avant mon élection. Et donc, voilà, et nous sommes en planification pour le reste du plan Vision Vélo pour 2021. Merci pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Carlos Cabada. Désolé, je vous ai débaptisé. Bonjour. Ma question est, dans le cadre des évictions, hausse de loyer abusive, insalubrité, etc., juste à quel point les élus de notre arrondissement peuvent intervenir, aider, bien protéger les locataires des blocs appartements? Merci. Madame Gosselin. Monsieur Croteau, pourriez-vous répéter la question? J'écoutais pas quand vous lisiez. En fait. Pas de problème. Je vais répéter avec plaisir. Elle est plutôt courte. Dans les cas des évictions, hausse de loyer abusive, insalubrité, etc., jusqu'à quel point les élus de notre arrondissement peuvent intervenir, aider ou bien protéger les locataires des blocs à appartements? Voilà. OK. Donc, c'est un peu... je donnerais la même réponse à peu près que j'ai donnée précédemment. C'est que nous pouvons amender la réglementation existante pour permettre ou interdire certaines formes de transformation, de rénovation, chose que nous avons fait. Nous l'avons fait après beaucoup de considérations, après beaucoup de conversations avec des acteurs sur le terrain et en pleine connaissance aussi de ce qui se passe en termes de hausse spéculative et de constante augmentation du prix de tout. Cependant, oui, il y a vraiment des limites à ce qu'on peut imposer et malheureusement, nos pouvoirs ne sont vraiment pas très, très, très grands en la matière, autre que baliser les transformations qu'on peut faire. Alors, je sais que ce n'est pas une réponse très satisfaisante, mais soyez assurés quand même qu'on est conscient qu'il y a d'autres types d'immeubles qui pourraient aussi bénéficier là, d'un espèce de moratoire de conversion pour garantir, pour préserver le parc locatif. Et bon, nous allons surveiller ce que les autres arrondissements vont faire. Nous allons aussi surveiller l'effet qu'aura la mise en application du règlement 2020-2020 qui va devenir loi, qui va devenir règlement le 1er avril. Et nous espérons que ça va stimuler beaucoup d'offres de logements et que donc ça aura un effet pour dépressuriser sur le parc locatif existant. Merci beaucoup, Mme Gosselin, et aussi merci beaucoup, M. Cabada. Maintenant, une question qui nous vient de M. Philippe Gingras. Bonjour, j'habite sur le boulevard Saint-Joseph-Est, au coin de la 3e avenue. Depuis plus d'1 an, la vitesse a été réduite sur presque l'ensemble de cette avenue
à 30 km/h entre Bourbonnière et Molson. Cependant, entre la 6e avenue et la 2e avenue, la vitesse permise est de 40 km/h. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique de conserver la vitesse 30 km/h sur l'ensemble du tronçon entre Bourbonnière et Molson? Le conducteur, en arrivant de la zone 40 km/h, accélère grandement au-delà de 50 lorsqu'il arrive à nouveau dans la zone 30. Ne ralentisse pas du tout. Merci, M. Gingras, pour votre question. Je renverrai de nouveau à Mme Gosselin. Oui, donc je vais avoir besoin des lumières de M. Lafond pour expliquer peut-être pourquoi il y a cette différence de maximum de vitesse et si c'est quelque chose qu'on avait déjà tenté d'amender. Alors, j'aurais besoin de complément d'information de M. Lafond ou de quelqu'un de son équipe. J'hésiterais à m'aventurer. Je laisserai peut-être Mme Désiel voir si elle a plus d'informations que moi. Oui, alors bonsoir à nouveau. En fait, pour votre information, le long du boulevard Saint-Joseph sera aménagée une voie réservée, donc qui est prévue là, cet été, avant la rentrée scolaire. Alors, habituellement, sur une artère, donc sur un réseau artériel comme la rue Saint-Joseph, la vitesse de circulation là, est de 40 km/h, sauf devant les institutions scolaires où on vient mettre une vitesse de 30 km/h. Donc, il est rare là, qu'on voit une vitesse de 30 km/h sur un réseau artériel là, tout le long d'un tronçon, comme je viens de le mentionner, artériel. Alors, on va être aux aguets par rapport à cet aménagement de voie réservée qui viendra certainement là, avoir un effet d'apaisement de la vitesse de circulation, notamment par la réduction là, des voies dédiées là, à la circulation. Donc, ce sont là, les éléments de réponse que je vous soumets ce soir. Et aussi, M. Gingras, si vous constatez des excès de vitesse, vous devez le communiquer ou vous devriez le communiquer au SPVM, au poste de quartier, pour qu'il fasse attention à ça. C'est vrai qu'à certains endroits, là, il y a des secteurs qui appellent la vitesse nonobstant la limite affichée. Et si c'est ça que vous constatez, vous devriez le signaler au SPVM. Le SPVM réagit là, aux appels qu'il reçoit des citoyens quant à ces excès. Et je voudrais aussi dire à M. le maire, là, tout à l'heure, Mme Beth, qui demandait pour les cafés-terrasses, je ne sais pas si j'ai très bien répondu parce que j'ai pensé par après, je me suis dit, elle se plaint que les terrasses peut-être fonctionnent plus tard que ce qui est permis. Alors, dans ce cas-là aussi, c'est aux policiers d'intervenir parce que les heures de fermeture, elles sont très strictes. Les terrasses ferment bien avant que les bars et les restaurants ferment. Et ça doit être respecté. Et ce sont les policiers qui veillent à l'application. Aussi, quant à la capacité qui est permise sur ces terrasses. Alors, Mme Beth ou quelqu'un d'autre, si vous constatez que ça ne fonctionne pas, c'est vers les policiers qu'il faut se tourner. Merci, Mme Gosselin. Merci, Mme Désiel également. Et merci, M. Gingras, pour votre question. Maintenant, une question qui nous vient de M. Olivier Berger. La question se lit comme suit. Le projet du 5270 Bellechasse est à l'ordre du jour de votre conseil de ce soir. Une fois la résolution adoptée, quand sera publiée la carte des zones éligibles à la demande de tenue de registre? Une fois les 12 demandes reçues par zone, le 18 mars, combien de temps s'écoule-t-il avant la publication de la date pour la tenue du registre? S'agit-il bien d'une seule journée ouverte pour la signature du dit registre? La règle du 13 plus 10 s'applique-t-elle toujours? Quand et comment seront publiés les nombres votants de chacune des zones concernées? Merci de nous éclairer sur cette démarche démocratique. Je laisserai peut-être Mme Désiel ou M. Saint-Laurent nous éclairer sur cette question. Merci, je peux répondre. Alors, l'avis relatif aux demandes de tenue de registre va normalement être diffusé sur le site web de l'arrondissement ce mercredi. Et il va contenir une description des zones d'où peut provenir une demande. Si une ou plusieurs demandes valides sont reçues dans le délai de 8 jours prévu par la loi, la procédure d'enregistrement aura lieu après l'adoption plutôt en troisième lecture, donc à la prochaine séance du Conseil ou à une séance subséquente.
Un nouvel avis public sera diffusé dans les jours suivant cette adoption finale et il contiendra toutes les informations pertinentes concernant le nombre de personnes habiles à voter et de signatures requises. À ce stade-ci, c'est un petit peu difficile pour moi d'être plus précis là, quant aux dates de publication de ces avis-là. La suite va dépendre beaucoup des résultats de l'étape qui s'amorce cette semaine, donc la demande de tenue de registre, et de l'évolution des règles sanitaires aussi qui ont un impact là, sur la durée d'un éventuel registre. On va communiquer avec M. Berger pour lui donner un peu plus d'explications par rapport à ça. Merci, M. Saint-Laurent, et merci, M. Berger. Et finalement, il y a eu plusieurs questions concernant un même sujet, en fait, la même question identique qui nous a été posée. Je la poserai donc comme troisième question concernant Bellechasse. La question nous demandait simplement, quand allait-il avoir un compteur sur le long du rêve Bellechasse? Et comme je l'ai dit plus tôt, nous n'avons pas l'information pour le moment. Nous vous reviendrons dès que nous aurons cette information. Alors, merci à toutes et à tous pour l'ensemble de vos questions, ce qui met donc un terme à cette séance de questions des citoyens. Nous passerons donc à l'adoption des points à l'ordre du jour. Monsieur Saint-Laurent, je vous cède la parole. Donc, on poursuit avec 12.01. Adopter le premier plan directeur en loisirs 2021-2025 et le plan d'action en loisirs de l'arrondissement de Rosemont-le-Petite-Patrie. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.01. Approuver un protocole d'entente avec l'organisme Vivre en Ville pour l'offre d'accompagnement du projet des milieux de vie pour toute la vie dans le cadre du programme Milieu de vie vert et actif, contribution financière de 10 000 $. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté. 20.02, approuver 2 conventions de soutien aux activités de loisirs avec les organismes La Place des enfants et l'Oasis des enfants de Rosemont, se terminant le 31 décembre 2021, octroyer à chacun d'eux une contribution financière de 9 060 $. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.03, approuver une convention de soutien avec l'organisme ADMI Montréal pour la réalisation d'activités de loisirs destinées à une clientèle de personnes ayant une déficience intellectuelle, contribution financière totale de 35 267 $. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.04, approuver une convention avec l'organisme Rythmique Québec pour la réalisation d'un projet dans le cadre du programme Club sportif et activités sportives, contribution financière de 5 301 $. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 20.05, autoriser une dépense totale de 123 706 $ et 9 sous, taxes incluses, accorder un contrat au même montant à le paysagiste CBL Incorporé pour des agrandissements d'ouverture de fosses d'arbres dans le cadre du programme de plantation d'arbres 2021. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 30.01, prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, des listes de bons de commande approuvés, des listes de demandes de paiement et des listes de virements de crédit. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 30.02, offrir au service de l'urbanisme et de la mobilité de prendre en charge la réalisation des travaux associés à de nouveaux aménagements cyclables sur certaines rues. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 30.03, proposer au service de l'urbanisme et de la mobilité d'assumer la réalisation des travaux associés au réaménagement de l'intersection de la 36e avenue et de la rue Saint-Zotique-Est dans le cadre du programme de sécurisation aux abords des écoles. Je propose, appuyé par Mme Stéphanie Watt. Adopté. 30.04, accepter les services de la division des services techniques et du soutien logistique aux installations de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 30.05, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la stratégie québécoise de réduction de l'herbe à poux et des autres pollens allergènes, autoriser un virement de 40 000 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour le projet pilote de contrôle de l'herbe à poux pour l'année 2021 et autoriser le directeur d'arrondissement à signer tout engagement relatif. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 30.06, autoriser le versement des lots 4 728 132 et 133 du cadastre du Québec, situé en bordure des rues Marcel Pepin et Rachel, dans le domaine public de la ville à des fins de parc. Je propose, appuyé par Mme Watt. C'est adopté.
40.01, édicter une ordonnance afin de modifier les tarifs relatifs au permis de café-terrasse et à l'occupation du domaine public aux fins d'aménagement des cafés-terrasses. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.02, édicter une ordonnance réduisant la limite de vitesse prescrite de 50 km/h à 40 km/h sur l'avenue Christophe-Colomb, de la limite nord à la limite sud de l'arrondissement, excepté devant les écoles où la limite de vitesse est maintenue à 30 km/h pour harmoniser les limites avec celles des arrondissements limitrophes. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.03, édicter des ordonnances pour les événements de cuisine de rue pour la période du 9 mars au 31 octobre 2021 et approuver le calendrier et les emplacements identifiés pour ces événements. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.04, suspendre à partir du 1er avril 2021 les modalités d'inclusion de logements sociaux et abordables comprises dans la stratégie locale d'inclusion de logements sociaux et abordables et de lutte à l'insalubrité dans la foulée de l'entrée en vigueur du règlement pour une métropole mixte. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.05, adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les tarifs 2021 » afin de modifier la tarification relative à l'occupation temporaire du domaine public en vue de l'arrivée de la nouvelle plateforme AGIA. Je propose, appuyé par M. Limoges. C'est adopté. 40.06, adopter un second projet de résolution autorisant le changement d'usage et la transformation du bâtiment situé au 52-70 rue de Bellechasse. Je propose, appuyé par Mme Gosselin. C'est adopté. 40.07, prendre acte du dépôt des certificats du secrétaire d'arrondissement relatifs au registre tenu du 5 au 19 février 2021 pour les règlements d'emprunt RCA 2620, 001 et 002. Je propose, appuyé par M. Posé. C'est adopté. 40.08, appel d'une décision du comité de démolition relativement à la démolition du bâtiment situé au 61-63 rue Saint-Zotique-Ouest. Souhaitez-vous que je fasse la lecture des décisions? En fait, vous voulez savoir si vous voulez lire les décisions émises par le Conseil ou bien ce qui a été recommandé? Les recommandations, oui. Oui, allez-y, puis nous passerons à la décision. D'accord. Donc, attendu que le comité de démolition a autorisé la démolition du bâtiment situé au 61-63 rue Saint-Zotique-Ouest lors de sa séance virtuelle tenue le 16 décembre 2020, attendu que 3 demandes d'appel de cette décision ont été déposées en date du 9, 14 et 15 janvier 2021, attendu que le conseil d'arrondissement doit prendre une décision envers la demande d'appel en vertu de l'article 27 de la section 9 du règlement régissant la démolition d'immeubles, attendu que le conseil d'arrondissement a pris connaissance du contenu de la demande d'appel et a tenu compte des critères applicables dans l'évaluation d'une demande de démolition, il est recommandé de confirmer la décision du comité de démolition et d'autoriser la démolition du bâtiment situé au 61-63 rue Saint-Zotique-Ouest. Alors, merci, M. Saint-Laurent. Alors, je propose, il s'est appuyé par Mme Gosselin, de rejeter la demande d'appel du comité de démolition telle que demandée ce soir et donc d'approuver la décision du comité de démolition. 40.09. Appel d'une décision du comité de démolition relativement à la démolition du bâtiment situé au 67-69 rue Saint-Zotique-Ouest. La recommandation est identique à la précédente, sauf évidemment pour les adresses. Et en ce qui a trait à la décision du conseil d'arrondissement, donc je propose, et aussi appuyé par Mme Gosselin, de rejeter la demande d'appel et d'appuyer la décision du comité de démolition. Et c'est adopté. 40.10, appel d'une décision du comité de démolition relative à la démolition du bâtiment situé au 6304 5e Avenue. Donc, je propose, et aussi appuyé par Mme Gosselin, de rejeter l'appel de la décision et d'appuyer donc la décision du comité de démolition. C'est adopté.
60.01, autoriser le dépôt au Conseil municipal du bilan annuel 2020 relatif à l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Je propose, appuyé par Mme Watt, c'est adopté. L'ordre du jour est épuisé à 20h24. Merci beaucoup, M. Saint-Laurent, et merci à toutes et à tous d'être demeurés avec nous jusqu'à la fin. Et on se revoit pour le conseil d'arrondissement du mois d'avril. Bonne soirée à toutes et à tous. Attends. Oui, Mme Watt? Il y avait un point, voilà, M. Posé aimerait... Ah, d'accord, désolé. Oui, un point qu'on a oublié de mentionner. Ah, d'accord, oui. Désolé. Oui. Pas de problème. Alors, merci, Monsieur le maire, de me laisser la parole en fin de conseil. En fait, je voulais intervenir un peu plus tôt sur le plan directeur en loisirs. Donc, je vais le faire maintenant, si vous permettez, faire un petit mot sur ce travail-là qu'on a réalisé ensemble dans les dernières années, qu'on adopte ce soir. Alors, rapidement, peut-être dire aux gens que quand j'ai pris la décision de faire le saut en politique municipale, j'étais animé par plusieurs rêves, plusieurs souhaits, dont deux principaux qui guident chaque jour mon action politique au quotidien. D'abord, c'était de m'engager à mettre tout en œuvre pour faire rayonner et développer à son plein potentiel l'Est de Rosemont, et aussi mettre au bénéfice de mes collègues mes 30 années d'expérience en loisirs municipal dans l'Est de Rosemont pour contribuer à ma juste mesure à développer davantage de loisirs au sein de notre arrondissement, une dimension que je qualifie de majeure dans la vie de quartier des citoyens et des citoyennes au quotidien. Alors ce soir, à titre d'élu porteur du dossier du loisir dans Rosemont-la-Petite-Patrie, je suis particulièrement fier de vous présenter le fruit d'un long travail, c'est-à-dire le plan directeur en loisirs de Rosemont-la-Petite-Patrie, le tout premier, en fait, dans l'histoire de l'arrondissement, axé strictement et purement sur le loisir. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais faire quelques remerciements, si vous me le permettez. Tout d'abord, remercier notre maire d'arrondissement, ainsi que chacun de mes collègues et chacune de mes collègues conseillères et conseillers pour m'avoir fait confiance dans ce dossier-là, pour l'avoir mené à terme. Merci également à l'équipe du cabinet du maire d'arrondissement pour tout leur travail et leur soutien, particulièrement mesdames Delphine Vincent et Emmanuel Allaire pour leur contribution importante à ce plan-là. Merci à M. Martin Savaria, directeur du service de la culture, sport, loisirs, développement social de Rosemont-la-Petite-Patrie, et à toute son équipe au sein de la division des sports et loisirs pour leur expertise, division dirigée par Mme Lynne Ferland. Merci à tous les organismes du territoire qui ont pris part à la démarche et qui réalisent au quotidien un loisir de très grande qualité auprès de la population. Et enfin, merci à M. Benoît Girardin de la firme LBB Stratégie pour l'accompagnement auprès de nos équipes et des partenaires. Alors, on se dira pourquoi un plan directeur en loisirs? Bien, je répondrai que le loisir a longtemps été considéré comme purement récréatif. Mais le loisir est aujourd'hui au cœur du mode de vie des citoyens et des citoyennes et de leur qualité de vie au sein des divers quartiers de notre arrondissement. Parce que le loisir, quelle que soit sa nature, qu'il soit sportif, culturel, physique, de plein air, scientifique, récréatif ou encore touristique, il permet de socialiser, de tisser des liens, de découvrir et de s'approprier son quartier, de réduire les inégalités sociales, en plus de contribuer au développement économique local. C'est ce qui explique pourquoi le loisir est aujourd'hui un catalyseur incontournable du développement des communautés et notamment un vecteur d'intégration essentiel pour les personnes issues de la diversité culturelle montréalaise. Un plan directeur en loisirs viendra donc concrétiser encore davantage notre vision des milieux de vie à échelle humaine et permettra de mieux structurer les actions à réaliser en ce domaine dans les années à venir. Et pourquoi maintenant? Dans le contexte actuel, le loisir constitue plus que jamais un apport indéniable à la santé, tant physique que mentale et sociale, de toutes et de tous. Ainsi, la pratique du loisir aura permis aux Montréalaises et aux Montréalais de tous âges, depuis le début de la pandémie, de maintenir un équilibre dans leur santé tout au long de l'année, que ce soit dans les parcs avec du loisir sportif et du loisir de plein air, à la maison avec du loisir récréatif, ou encore aux abords des résidences pour personnes âgées avec du loisir culturel. La pandémie a mis en lumière, comme jamais auparavant, la pertinence sociale de la mission du loisir au sein des arrondissements,
des quartiers et des milieux de vie. Aucun doute à ce sujet, le loisir est bel et bien un service de proximité essentiel. Il nous apparaît donc plus pertinent que jamais de se doter d'une feuille de route pour les 5 prochaines années en matière de loisirs dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et au fil des décennies, le loisir est devenu sans contredit l'une des grandes forces de l'arrondissement, tant sur le plan des équipements collectifs que nous avons et dont certains sont historiques, que des offres de services diversifiées et de l'expertise développée par tous les intervenants. Un succès qui s'exprime à travers des statistiques impressionnantes de participation aux activités, tant sur les plans d'eau que sur les glaces, dans les camps de jour, les programmes d'activités de loisirs, etc. Grâce à l'expertise des organismes partenaires du territoire et de nos équipes de professionnels et à la volonté citoyenne de s'approprier l'espace public pour faire du loisir, le plan directeur 21-25 nous permettra de pousser encore plus loin l'expérience loisir dans Rosemont-la-Petite-Patrie à travers 3 grandes orientations stratégiques, soit enrichir et optimiser l'offre en loisirs publics, se doter d'environnements favorables à la pratique du loisir dans une perspective durable et être une organisation de loisirs municipale performante, collaboratrice, mobilisatrice, responsable et innovante. Le tout à travers 45 actions qui nous permettront, entre autres, d'offrir un loisir davantage accessible et inclusif à toutes et tous, tant les enfants que les personnes aînées et les citoyens et citoyennes ayant des limitations fonctionnelles, de développer davantage d'activités en toute saison, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'innover sur de multiples plans, tels les lieux de pratique et les initiatives citoyennes en matière de loisirs, d'être résolument tourné vers les nouvelles tendances en loisirs, comme la montée du loisir libre, pour ne nommer que ces actions-là. Bref, notre volonté est de faire de Rosemont-la-Petite-Patrie un chef de file en matière de loisirs. J'ai la conviction que toutes et tous, ensemble, nous saurons y arriver. Alors, je vous remercie beaucoup, M. le maire, d'avoir accordé ce temps-là en fin de conseil et bonne soirée à toutes et tous. Merci, M. Posé, et encore une fois, bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.